Bonjour et bienvenue pour cette entrevue. Je suis Diane Baran et je suis en compagnie de Christophe Vincent qui est formateur en communication non violente. Bonjour Christophe, Coucou Yann. comment ça va ce matin? Écoute, très très bien, il y a du soleil, je suis ravi. Hmm. Bon, bah, écoute, moi je suis curieuse. Voilà, je te connais déjà depuis quelques années et j'avais envie de faire cette entrevue pour voilà, savourer ta couleur dans la communication non violente et puis voir un peu d'où tu viens et qui tu es déjà. Alors, qui es-tu, Christophe? Bon, je vais tenter de te faire une version courte. Euh, qui je suis? Euh, moi c'est simple en fait. Au départ, je suis un enfant un peu comme les autres, à la différence près que j'ai cette étiquette que certains appellent au potentiel, surdoué ou tout ce qu'on veut là. Euh, et que j'ai une sensibilité très très forte quand je suis enfant ouais, à ce qui relie les êtres humains entre eux, tu vois, sans pouvoir mettre ces mots-là, évidemment. Enfin, je sens quelque chose que j'arrive pas à nommer, et avec cette impression toujours très étrange que c'est bizarre, le monde ne devrait pas être comme il est maintenant, les gens ne devraient pas se comporter comme ils se comportent entre eux, et en même temps, je ne sais pas quoi faire, mais je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en parallèle de ça, j'ai une intelligence logique et mathématique et linguistique très très développée, qui va me créer des problèmes très tôt à l'école parce que mes camarades de classe vont être assez jaloux euh, de ce qu'ils vont prendre eux pour de l'intelligence, surtout qu'en fait j'ai rien à faire, enfin je révise pas, je fais rien, je travaille pas et j'ai des notes absolument hallucinantes. Et eux ils bossent comme des fous et ils ont des notes moins bonnes que moi. Mhm. Et comme on est dans un système compétitif, mon collège va afficher au mur les résultats et les moyennes de tout le monde en comparant le premier et le dernier, enfin un truc assez humiliant fondamentalement. Et ça va me créer des vrais problèmes parce que à partir de là, je vais devenir bouc émissaire du collège. Je vais vivre beaucoup de violence, beaucoup, beaucoup. Mhm. Ça va continuer au lycée. Et puis ça va continuer encore quelques années ensuite. Euh, et dans bouc émissaire, c'est psychique, mais c'est aussi physique. Je vais recevoir beaucoup de violence physique. Enfin, tous les jours, je vais recevoir des coups pendant vraiment des années. Mhm. Euh, et en fait, à un endroit où, en moi, ça dit toujours, c'est bizarre, ça devrait pas se passer comme ça. C'est bizarre, ça devrait pas se passer comme ça. Enfin, et dans le même temps, mon père va tomber malade, ma mère va s'occuper de lui. Donc, en même temps qu'il y a ça, pendant quelques 10, 12 ans, quelque part, je vais pas avoir de parents vraiment présents parce que ma mère s'occupe de mon père et que mon père n'est pas en état de s'occuper de qui que ce soit. Mhm. Et donc, je vais à une espèce de vide émotionnel, un truc où j'ai pas de repères, j'ai pas d'adultes référents. Les seuls adultes référents que j'ai, bah, ils sont pas en état d'être référents. Ouais. Au collège, c'est des gens qui se dressent pas pour mettre fin à la violence. Donc, il y a un truc très, très déconcertant. Mhm. Et donc, je vais pas savoir qui je suis pendant des années. Je vais avoir aucun repère identitaire. Et puis, euh, voilà, il y a des amis qui vont me conseiller des formes thérapeutiques que je vais suivre et qui vont m'aider à me reconstituer. Puis un jour, on va me parler d'un livre qui est le livre de Thomas, le premier livre de Thomas, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vais tomber dedans absolument. Ça, c'est une espèce de révélation, en fait. Quand je lis le bouquin, au bout de 10 pages, je me dis, c'est le truc que j'arrive pas à mettre des mots dessus depuis des années. Mais vraiment, cette impression que la pièce du puzzle qui manque au milieu pour voir c'est quoi le dessin, Ouais. paf, elle arrive et elle complète tout et d'un coup, c'est une évidence. Mhm. Et donc, en tombant là-dedans, pour moi, c'était clair. Il y avait quelque chose euh, qui m'était révélé, qui faisait sens, qui me donnait une direction où aller, et je ne le savais pas encore, allait me permettre aussi de me rencontrer et de retrouver qui je suis, Mhm. et de créer enfin en moi et dans mes relations ce que je percevais qui pouvait être quelque chose qui fonctionne vraiment et qui est beaucoup plus dans l'ordre des choses, Mhm. de comment on est né en tant qu'être humain et comment on pourrait fonctionner d'une manière harmonieuse, quoi. Et puis donc, j'ai rencontré des formateurs, je suis devenu formateur parce que c'était une évidence. Je voulais absolument donner ce truc qu'on m'avait donné, quoi. Mhm. Voilà, Et et donc ça fait depuis, particulièrement sens pour toi, du coup, toutes ces, voilà, cette vision, en fait, cet art de vivre. c'est Euh, ça. surtout que tu l'avais pas vécu, en fait, pendant des années. Ouais, ouais, et ça faisait d'autant plus sens que j'avais cherché des réponses dans d'autres biais. J'ai fait 15 ans d'arts martiaux. J'ai Mhm. aussi trouvé des réponses par là, notamment parce que j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux non violents. Mhm.
Euh, mais il manquait toujours un truc. Et je crois que ce qui m'a touché le plus avec la CNV, c'est que elle amenait aussi quelque chose de très spirituel, tu vois. Euh, de, le plus important, c'est cette connexion aux êtres humains. Puis il y a quelque chose où on est interdépendant. Puis il y a quelque chose où toi et moi, c'est la même chose. Et donc, si toi, t'as mal, en fait, j'ai mal quelque part. Enfin, tu vois, ça ouvrait des portes pour moi Mhm. que j'avais déjà ouvert un peu dans un chemin spirituel que j'avais abordé quelques années avant, mais vraiment pas de la même manière, vraiment pas avec la même profondeur. Mhm. Euh, et puis ça a amené un de mes thèmes préférés d'aujourd'hui, qui est cette notion de la responsabilité individuelle. Ok, en fait, j'ai le pouvoir d'être heureux. J'ai le pouvoir aussi donc d'être malheureux. Et, et cette responsabilité, elle est fondamentale. C'est moi qui l'ai, personne ne peut me l'enlever. Je ne peux pas la donner aux autres non plus, ma responsabilité, même si des fois, ce serait pratique. Mhm. Et même si je l'ai beaucoup fait. Et donc ça m'a aussi, ça a été un revirement absolument étonnant parce que de fait de savoir que j'avais le pouvoir de me faire du bien et donc aussi de pas m'occuper de moi comme j'aimerais, bah d'un coup, ma vie, elle a changé du tout au tout, quoi. Voilà. Tu peux nous peut-être préciser qu'est-ce que c'est pour toi que ce thème ou cette notion de responsabilité personnelle? Voilà. Pour moi, c'est vraiment très, très clair. En fait, pour moi, ma responsabilité, la responsabilité que chacun a, elle est sur plusieurs axes. Le premier, c'est bah, tous mes actes, en fait, j'en suis responsable. Mhm. Euh, toutes mes pensées, j'en suis responsable. Tout ce que je dis, j'en suis responsable. Mhm. Tout ce que je sens, ça m'appartient. Et donc, de la même manière, chez l'autre, tout ça, ça lui appartient à lui quand ça vient de lui, quoi. Mhm. Euh, Après, ce que je distingue, et pour moi, c'est là que c'est important, ce que la CNV m'a amené, c'est euh, j'ai la responsabilité de mes actes, de mes pensées, de ce que je ressens. Et oui, bien sûr, il y a des moments où je vais agir d'un espace où, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi. J'ai l'impression d'avoir, ça a été plus fort que moi, tu vois. Mhm. Euh, N'empêche que ça vient quand même de moi. Et donc, si je vois que moi j'ai ce comportement, où par exemple, euh, mon fils a fait un truc que j'aime pas et je lui ai crié dessus, même si ça a été plus fort que moi, c'est de moi que ça vient. Et donc, j'ai la responsabilité à cet endroit de faire quelque chose ou non ensuite. Une Mhm. fois que j'ai vu que j'avais en moi visiblement cette colère, euh, tant que je savais pas, quelque part, je peux me dire, bah, je savais pas, donc c'est pas ma faute. Mais une fois que je l'ai fait une fois, pour moi, si ça réarrive une deuxième fois, Mhm. je savais parce que c'était déjà arrivé. Donc, j'avais plus d'excuses déjà. Mhm. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut que je me tape dessus si ça réarrive parce que je m'en suis pas occupé. C'est surtout pas ça, hein. Je confonds surtout pas responsabilité avec culpabilité qui voudrait dire c'est ta faute, t'as mal agi. Mhm. Mais il y a un truc de maintenant que je sais que j'ai ce truc en moi qui en fait demande à être accueilli tout simplement. Tu vois, si j'ai une émotion forte, bah, je dis juste regarde, il y a quelque chose qui se passe. Et ben, une fois que je l'ai vu jaillir une première fois, pour moi, ma responsabilité, c'est de choisir. Est-ce que je vais m'occuper de ça? Est-ce que je vais regarder de quoi ça parle? Ou est-ce que je fais, peut-être comme j'ai fait tout le temps avant, j'en fais rien? Parce que peut-être dans mon éducation, comme la plupart des gens, on m'a appris à, en fait, ce que tu ressens, faut pas le montrer parce qu'une petite fille, ça se met pas en colère, un garçon, ça pleure pas. Lève-toi, t'as pas mal, remonte sur ton vélo et vas-y, fais du vélo pédale. Et où en fait, on m'a pas appris que je pouvais juste m'arrêter 30 secondes et sentir ce qui se passe. Puis c'est bienvenu en fait de sentir. Mhm. Et c'est pas dangereux. Et puis l'autre, quand il pleure, bah, c'est pas mal et c'est pas dangereux non plus. Je peux juste être avec sans rien faire. Mhm. Ouais, donc, tu es en train Et de ce qui dire me pose qu'on n'a pas été responsabilité, éduqué à juste se poser et à accueillir ce qui se passe en nous, voilà, on réagit en fait. c'est ça. On a été même éduqué à l'inverse. C'est ça pour moi qui fait qu'il y a une telle déconnexion de ce qu'on ressent. C'est pour moi, la plupart des gens, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à passer à travers ça, mais la plupart des gens que je rencontre, Mhm. quel que soit le pays du monde, hein, euh, ils ont été élevés dans sentir c'est dangereux. Ouais. Montrer que tu as des émotions, c'est dangereux. Et donc, dans quelque chose où ce truc, qui pourtant est pour moi euh, la caractéristique humaine la plus précieuse du monde, c'est-à-dire que le fait de sentir, au-delà du fait que je trouve juste délicieux la sensation, ça donne tellement d'informations sur mon bien-être à l'instant présent.
que c'est fondamental d'écouter ça, et chez moi et chez l'autre. Enfin, ça donne des informations sur la relation absolument précieuses. Et donc, le fait que la plupart des gens aient été éduqués à pas sentir, ça fait qu'en fait, on sait plus se mettre en relation avec ce qui est vraiment important pour nous, et que donc on vit dans un monde où les relations, elles sont complètement déconnectées de notre plus grande capacité à prendre soin les uns des autres et à vivre ensemble, donc d'une manière qui serait fonctionnelle, harmonieuse, enfin, euh, avec beaucoup de simplicité. Et comment, du coup, toi, avec ton historique, comment progressivement, tu t'es reconnecté à toi et à tes émotions et à tes sensations, du coup? Hmm. Parce que j'imagine, il y avait avec tout ce que tu as reçu, il y avait beaucoup de manque de confiance, du coup, dans les autres. Oui, oui, et puis moi, pour le coup, j'ai vraiment grandi dans la croyance je suis responsable de ce que les autres ressentent. Donc, quand j'étais au collège, une de mes manières de survivre, c'était la mythomanie clinique, c'est-à-dire euh, m'inventer une identité qui variait au fur et à mesure des jours, qui Mhm. prenait en compte tout ce que j'imaginais que les autres voulaient voir de moi qui les rendrait heureux. Parce que comme je croyais que c'était ce que je disais qui faisait qu'ils étaient tristes ou heureux, tu vois, et Ah, ben, je composais mon discours en fonction. Et ah. comme j'avais cet avantage de retenir plein de trucs, les autres, ils voyaient que du feu. Simplement, j'avais aucune identité, j'étais juste un masque qui montrait ce que je pensais que les autres voulaient voir. Ah. Euh, le jour où je me suis rendu compte de ça, Pour te protéger. pour me protéger, clairement, clairement. Et même plus que ça. En fait, j'ai même été jusqu'à rigoler avec les gens qui me tapaient dessus, de moi-même, donc à me moquer de moi-même en pensant que, en me moquant de moi-même, ça éviterait qu'ils me tapent dessus, puisque moi-même, j'étais en train de rigoler. Donc, tu vois, pour tenter de prendre le plus possible soin de moi, j'en venais à moi-même me taper dessus. Mhm. Euh, tellement j'étais déconnecté de tout ça. Mhm. Et, et en fait, j'ai pris conscience de tout ça avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Hein. Vers 25 ans, quand j'ai commencé la thérapie, euh, j'ai fait un nombre de types de thérapies psychocorporelles, spirituelles, énergétiques. Voilà, j'en passe. Ça a été une priorité de vie pendant 10 ans. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, à partir d'aujourd'hui, toute mon énergie et tout mon argent, ça va là-dedans. Mhm. Ça veut dire que j'ai fait aussi des choix, tu vois, de pas être autonome en termes d'hébergement et de rester chez mes parents parce que ben, ça m'économisait le loyer. Donc, cet argent, il pouvait aller dans de la thérapie. Mhm. Euh, parce que mon seul objectif, c'était aller rencontrer tout ce qui en moi veut être rencontré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à rencontrer. Mhm. Donc, assez boulimique, un truc assez, mais qui était nécessaire au départ. C'est-à-dire qu'il y avait une telle soif d'aller mieux, il y avait un tel mal-être qui avait été engrangé pendant 20 ans Mhm. que, que juste le trop-plein, il était immense. Enfin, c'était un tsunami intérieur. Mhm. Euh, Mhm. et donc, au fur et à mesure de ça, de la thérapie, et puis aussi voilà, de la rencontre avec la CNV, de la formation pendant le parcours de certification, de ma rencontre avec la biodanza, de plein de rencontres avec des amis d'aujourd'hui, avec qui j'ai des amitiés qui sont basées sur le respect, sur l'amour vrai, sur le fait d'exprimer ce qu'on ressent, et pas sur quelque chose où en fait il y a des jeux de pouvoir, il y a de la manipulation. Euh, il y a des trucs de on est amis parce qu'il y a une espèce de faire-valoir où on va y gagner quelque chose, enfin, qui était le cas de toutes mes amitiés d'avant. Bah, tout ça, là, ça m'a aidé petit à petit aller oui, rencontrer toutes les douleurs qu'il y avait en moi, pouvoir découvrir mon identité, pouvoir l'affirmer. Euh, ouais, et puis d'être euh, l'homme responsable et aussi bienveillant avec moi-même que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des moments où bah, voilà, j'arrive pas à être aussi dans l'accueil, dans l'amour avec moi-même et avec les autres que j'aimerais. Et ben voilà, j'accepte que ça fait aussi partie de mon chemin et que bah, je fais de mon mieux. Mhm. Et je me tape plus dessus pour ça, quoi. Là où à une époque, je voulais surtout pas faire aux autres ce que j'avais reçu. Et donc, il y avait un moment où il y avait une espèce d'intransigeance très très forte il faut absolument que tu sois bienveillant tout le temps. Tu vois, il faut absolument que tu sois toujours dans quelque chose qui est doux, quelque chose qui est sensible, quelque chose. Et voilà, ça aujourd'hui, je vois que ma responsabilité, c'est aussi d'accepter qu'à des moments, ben, j'y arrive pas. Mhm. Hum. Et du coup, Christophe, en explorant tellement de thérapies, je me demande qu'est-ce qui fait que tu as gardé finalement la communication non violente. Qu'est-ce qui fait que ça a vraiment ça a un goût particulier pour toi? Ben,
je crois que la CNV, pour moi, elle donne une autonomie que m'ont pas donné les autres thérapies. C'est-à-dire que dans les autres thérapies, bien que c'était très, très puissant en termes de transformation, Mhm. euh, quelque part, j'étais passif. J'étais j'étais le client. La CNV, elle me donne le pouvoir. Elle me donne les clés concrètes de, OK, comment je peux faire, moi, au quotidien, avec des clés très, très simples. Et puis, je crois aussi que, en tout cas à l'époque, parce que ce serait plus vrai aujourd'hui, mais euh, les rencontres que j'ai faites dans la CNV, et je pense notamment à certaines personnes du parcours de certification, j'avais jamais rencontré des êtres d'une telle intensité d'amour de simplicité, d'humanité, de chaleur. J'avais l'impression d'être au cœur de l'amour, quoi. Tu vois, quelque chose de juste. Euh, j'ai des souvenirs absolument. C'est indescriptible tellement c'est fort en termes d'amour et de bienveillance, de transmission dans les stages du parcours de certification, euh, de regard juste, ou juste dans un regard, il y a tout l'amour du monde qui passe. Et puis à ça va s'ajouter le voilà, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Et voilà, c'est ça la clé que moi j'ai vue pour ce chemin-là. Et tiens, je te la donne. Tu vois, quelque chose de très très simple. Mhm. Ce que j'avais jamais reçu avant des thérapies en fait. Mhm. Mhm. Ouais, donc c'est vraiment ce que tu gardes, c'est à la fois cette bienveillance, hein, à la fois cet amour profond, hein, pour soi, pour les autres, et peut-être aussi l'authenticité que tu as pu recevoir. Bah, recevoir et puis je sais pas si je peux nommer des personnes, mais il y a une femme en tout cas qui m'a marqué à vie en fait, dans sa capacité à juste être connecté à son cœur, au cœur des autres, aussi à dire avec beaucoup de simplicité quand elle n'y est pas et quand elle n'a pas envie euh, de partager avec beaucoup de joie ce qu'elle a appris sur son chemin et de partager aussi les choses qu'elle a encore à apprendre. Enfin, en fait, je crois que j'ai découvert que la relation humaine, elle peut être tellement joyeuse et simple. Mhm. Euh, et je l'ai découvert pas tant en apprenant la CNV qu'en la vivant avec les gens qui venaient l'enseigner. C'est-à-dire que pour moi, ouais, je crois que c'est ça que j'ai rencontré. J'ai rencontré l'incarnation du message qui était transmis. Euh, Ce qui pour moi donnait beaucoup de sécurité parce que j'avais tellement été entouré de gens qui disaient un truc et faisaient l'autre et où je sentais bien qu'il y avait, tu vois, cette dissociation tellement palpable qui faisait qu'en moi ça hurlait, va-t'en, t'es en danger. Et là, je rencontrais des gens alignés, mais un truc, tu vois, et sans aucune prétention d'être je suis aligné tout le temps, je suis toujours joyeux, je suis toujours bien. Non, pas du tout. Je suis un être humain, il y a des moments où j'ai pas envie de te parler, puis Mhm. je vais te le faire savoir très simplement. Euh, et puis il y a d'autres moments où je serais très joyeux qu'on se voit, mais il y a des moments c'est non, quoi. Euh, et ça m'a fait du bien de rencontrer que ça, c'est possible. Mhm. Euh, De recevoir des noms et que ouais, ce sont des vrais noms, et du coup, il y a quelque chose d'une clarté qui donne confiance dans la relation. oui, oui. Et pour moi, c'est ça aussi la responsabilité, c'est que savoir mettre ma limite, Mhm. bah, ok, c'est aussi de mon pouvoir, de mon devoir, j'ai envie de dire. Si c'est pas moi qui le fais, les chances que l'autre il respecte cette limite, elles sont peu élevées, quoi. Puisqu'il sait pas où aller, et qu'en plus, si je dis rien quand il franchit la limite, bah, finalement, c'est qu'elle doit pas être si importante que ça, cette limite. Ouais. Et ouais, je vois que j'ai aussi appris ça. Pardon, est-ce que Christophe, on peut revoir pour toi les clés de cette souveraineté, justement? Parce qu'il y en a plusieurs. Et juste avoir la clarté sur ce que c'est que la souveraineté. Ouais. Euh, je crois que pour moi, la première clé fondamentale, c'est euh, mon corps, il sent absolument tout ce qui est bon, enfin tout ce qui est bon ou pas pour moi en termes de prendre soin de moi. Et donc, à chaque seconde, il me donne l'information. À chaque seconde, selon que je sens mon corps qui est tendu ou détendu, euh, ça parle de est-ce que je me sens en sécurité ou pas
Tu vois, est-ce que psychiquement, émotionnellement, physiquement et même spirituellement, euh, mon intégrité, elle est préservée. Euh, et en fait, la scène elle donne juste cette clé qui dit, si tu écoutes ce que tu sens, euh, eh ben, tu vas savoir où tu en es de ton bien-être et donc tu peux agir là-dessus. Si je sens que je suis un peu tendu, que j'ai la gorge qui serre, ok, où est-ce que je suis pas à l'aise là? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement ou parfois à l'intérieur de moi hein, qui fait qu'il y a cette tension? Et puis, si j'écoute, ah oui, je vois que j'ai un peu la gorge serrée parce que il y a un truc en moi qui dit ouais, alors là, tu es filmé, il faut que tu parles lentement pour que ce soit intelligible, fais attention à ton élocution, et puis regarde la caméra. Et donc, il y a un truc qui se met un peu la pression qu'il faut bien faire, nana. Euh, ok, ça parle de quelque chose qui est important pour moi, ça, que dans la scène 20, on va appeler les besoins. Hmm. Ok, qu'est-ce qui est si important? Bah, je vois que, oui, pour moi, cette clarté d'élocution et puis cette qualité de l'enregistrement qu'on est en train de faire tous les deux, euh, pour moi, c'est important parce que ça va être vraiment au service peut-être de l'apprentissage ou du bien-être d'autres personnes et que je vois que c'est ma manière de contribuer à une humanité plus en paix, tu vois. Mhm. Et voilà, quand je trouve ça, bah, il y a quelque chose qui se détend un peu. Je vois que, ok, j'ai envie de contribuer à ça. Est-ce quelque chose de concret que je peux faire maintenant? Maintenant que je vois qu'en fait, ouais, j'ai envie de contribuer à ça. Euh, et puis en même temps, je constate que, ah oui, en fait, parler vite, c'est un peu un truc que j'ai de base, avec lequel je me débat depuis 30 ans. Euh, Est-ce que je peux aussi observer que là, je fais de mon mieux? Et quand je vois que j'observe que je fais de mon mieux, il y a quelque chose qui se détend aussi, tu vois, comme quelque chose qui est accueilli dans. Bah, voilà, j'ai aussi des limites. Et ma limite d'aujourd'hui, c'est, bah, oui, il y a des moments où je parle vite. Euh, euh, et donc, voilà, je peux me faire la demande de me dire, OK, bah, comme je sais que je parle vite parfois et que je sais que j'ai envie que ce soit clair ce que je dis, est-ce que je peux mettre de la conscience vraiment avec beaucoup de volonté, de, oui, vraiment, j'ai envie de faire consciemment le choix de ralentir, de mettre des silences entre les phrases, de respirer. Et donc, je vois qu'en faisant ça, le débit se ralentit. Je sens que la pression dans la gorge, elle s'en va parce que ça me paraît faisable de faire ça. Ça me paraît pas être une montagne, tu vois. Ce que je me demande, c'est réalisable, c'est concret. Euh, j'ai pas l'impression de m'infliger euh, une forme d'exigence dans laquelle il faut absolument que je fasse un truc et où, en fait, je serai en guerre contre moi-même. Mhm. Et donc, c'est juste ça. J'ai senti ce qui se passait dans mon corps. J'ai vu quel était le besoin qui était important. Et une fois que j'ai vu ça, est-ce qu'il y a une action à mettre en place? Bah là, oui, je vais tenter de parler plus lentement. OK. Tu peux respirer. Voilà. Et puis, cette action, je vais voir si elle fonctionne ou pas. Et si elle fonctionne, eh ben, youpi, je peux célébrer que j'ai pris soin de mon besoin. Si elle fonctionne pas, youpi, je peux célébrer que j'ai tenté de prendre soin de mon besoin et voir comment je peux adapter. Peut-être que c'est pas réalisable en fait. Je pensais que ça, je pourrais, puis en fait, je peux pas. Et il y a autre chose à prendre en compte. Bah, je vais réécouter. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Euh, Et une fois que je sais faire ça, en fait, je peux faire ça avec les autres quand je les écoute. Je peux voir que, ah tiens, si ma mère, quand elle rentre, elle est un peu tendue et qu'elle parle vite, ou que elle dit rien, ou que au contraire, elle est super joyeuse, il est en train de se passer un truc émotionnel pour elle, qui me parle de quelque chose qui est important, soit qui n'a pas été reconnu et ou pris en compte si elle se sent plutôt triste ou qu'elle a peur, soit qui visiblement a été vécu pour elle de façon joyeuse, parce qu'il y a quelque chose qu'elle est là en train de célébrer, qu'elle s'en rende compte ou pas, Mhm. des besoins qui ont été pris en compte. Et donc, je peux me connecter à ça. Je peux me relier à elle, je peux me connecter tout simplement à, ah, est-ce que là, t'es triste parce que il s'est passé quelque chose avec ta sœur et ça s'est pas passé comme t'aimerais dans la relation? Ou est-ce que t'as peur parce que t'as reçu la nouvelle feuille d'impôt, ils te demandent 200 € de plus et tu sais pas comment tu vas payer? Tu vois, juste cette connexion de cœur à cœur toute simple. Un truc qu'en fait on sait faire depuis qu'on est enfant. Parce que si on a des amis aujourd'hui, si on a des gens qu'on aime et qui nous aiment, c'est qu'on est capable de se connecter à cet endroit. Mhm. Donc c'est simple. En fait, juste parfois on oublie qu'on sait le faire, puis on n'a peut-être pas les clés simples de tiens, ce que je sens, c'est important de l'écouter. Ce que l'autre ressent, c'est important de l'écouter. Mhm. Euh,
Ouais, donc tu es en train de dire que cette souveraineté, c'est déjà la base, c'est la conscience en fait que j'ai de mes sentiments, de mes sensations, de mes besoins, de mes actions, et puis Ouais, aussi de pouvoir écouter ça chez l'autre. ouais. Et c'est tellement simple. Hein. Oui. Et il y a un dernier axe pour moi, en tout cas, il y en a un autre qui est très très important, qui est pour moi peut-être une des clés majeures que j'ai eues de la CNV, que j'ai pas trouvé ailleurs et qui m'a changé la vie, c'est euh, le fait que ce qui va me redonner mon pouvoir, c'est d'entendre ce qui, derrière mes jugements, parle de mes besoins. Mhm. Là où je pourrais facilement dire c'est la faute de l'autre, critiquer l'autre, ou me critiquer moi d'ailleurs. Et donc, quelque part, rester dans quelque chose qui est je dis ce que je pense de ce qui se passe, mais je regarde pas de quoi ça parle. La CNV, elle amène vraiment pour moi cette capacité à revenir à l'intérieur de moi. Euh, typiquement, je suis sur la route, il y a un mec qui me dépasse et qui m'a pas mis le clignotant et qui fait une queue de poisson. Ce serait très facile de dire c'est un chauffeur, c'est un sale con, c'est tous les mêmes les Parisiens, enfin tu vois. De quelque chose où je donne mon pouvoir et où je vois pas qu'en fait j'ai eu peur tout simplement et que ça parle de ma sécurité et qu'en fait oui bien sûr je prends pas la responsabilité du fait que le mec il a fait une queue de poisson, c'est bien lui qui l'a fait, il s'agit surtout pas de se dire c'est ma faute s'il y a eu la queue de poisson, hein, parce que ça serait rentrer dans quelque chose où il y a un déni de responsabilité et ça devient facile, je te fous une baffe, mais si t'as mal, c'est ta faute. Enfin, tu vois, non, surtout pas. Mais par contre, à partir du moment où c'est arrivé, la peur, elle est chez moi. Donc, plutôt que de donner mon pouvoir à l'autre pendant 2 heures en critiquant les chauffards, les machins, et le mec, il est déjà parti, en fait, il est déjà loin. Je peux juste voir, ok, en fait, là, j'ai eu super peur. Ça parle de ma sécurité. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour augmenter ma sécurité pour que peut-être ce machin qui vient d'arriver, je sois moins surpris la prochaine fois que ça arrive. Peut-être que ce que j'ai pas vu, c'est que en fait, je regardais plus trop la route. Je suis en train de discuter avec mon voisin où j'écoute la musique. Puis le mec, si j'avais vraiment regardé la route, je l'aurais peut-être vu passer. Mhm. Et c'est pas pour me taper dessus ou me trouver un endroit où je suis coupable de quelque chose. C'est juste pour voir comment je peux augmenter ma sécurité si ce qui s'est passé là, bah, en fait, ça m'a montré que j'étais pas si sécure que ça. Et là, pour moi aussi, je vais retrouver ma souveraineté parce que bah, d'un coup, en fait, le trésor que sont mes jugements se révèlent. Et donc, comme je passe ma journée à juger, parce que c'est vachement important de juger, hein, ça me permet de rester en vie. Si j'arrive pas à juger la distance à laquelle est la voiture, la vitesse à laquelle elle arrive et ma vitesse de traversée, il y a longtemps que je me fais écraser. Donc, on juge pour survivre. Mais il y a des jugements qui me font perdre ma responsabilité, qui donnent mon pouvoir à l'autre. Et donc, si je fais juste ce petit truc de, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi quand je critique de cette manière-là? Eh ben, je récupère mon pouvoir. Et donc, ça veut aussi dire que je peux entendre derrière les jugements de l'autre qu'est-ce qui se passe pour lui quand il me balance sa critique. Et donc, ne plus prendre pour moi ce qu'il est en train de me dire. Quand l'autre me dit t'es un sale égoïste, il ne parle pas de moi en fait. Il me parle de là, il y a un truc que tu n'as pas vu dont j'ai besoin. Et j'aimerais que tu l'aies vu. Et donc, si je me relie à la profondeur de son besoin plutôt qu'à ce qu'il vient de me dire en termes de jugement, je vais rencontrer son cœur. Et d'un coup, la relation, elle est beaucoup plus simple. Mhm. Mhm. Merci. Avec J'aime bien plaisir. la fluidité, la simplicité avec laquelle tu expliques cette notion en fait de responsabilité, de souveraineté. Euh, et, euh, et aussi, voilà, je vois que pour moi, dans la souveraineté, il y a ça, la responsabilisation de ses besoins qui est très forte. Hein. Et bah, c'est comme en ce moment, on peut dire que c'est le gouvernement, voilà, donc à chaque fois qu'on met la responsabilité sur le gouvernement, sur le président, on perd quelque chose de l'ordre de notre responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, la situation, elle est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? Oui, pour moi, ce que tu dis, c'est fondamental, hein. C'est vrai que pointer c'est le gouvernement ou n'importe quelle autre cible à l'extérieur, euh, quelque part, c'est pas la solution. Parce que je vois pas en quoi moi je peux agir pour ce que j'ai à vivre. Mhm. J'attends que l'extérieur change le monde, alors que moi j'ai un pouvoir immense de créer le monde Mhm. que je veux changer. Alors après, là où c'est délicat, je trouve, parce que c'est facile à dire, hein, quelque part. Après, c'est la mettre en application qui demande plus de discipline, j'ai envie de dire, et de ténacité. Là où c'est difficile, c'est que
le gouvernement, il a aussi un pouvoir d'action qui est potentiellement supérieur au mien individu. C'est-à-dire que quand le président de la République, il fait un 49-3 pour décider que tel machin va être entériné dans la loi, ce truc a un impact sur tous les gens en un clin d'œil. Donc, il a un pouvoir immense d'action. Moi, si je veux changer le monde avec la même puissance d'action, ça va me coûter beaucoup plus d'énergie. Voire, j'ai même pas le pouvoir de faire ça. En tout cas, pas en aussi peu de temps. Donc, il y a un côté où ça peut être décourageant pour les gens de réaliser que, en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de pouvoir que les gens qui sont à la tête de l'État ou à la tête des organisations dans l'entreprise où on est, tu vois. Et pour autant, j'ai un immense pouvoir quand même parce que c'est moi qui place ces gens à cet endroit. C'est mon vote dans l'urne, mais c'est mon vote avec mon argent. Donc, quand je dépense mon argent en allant dans un magasin et pas dans un autre, en achetant tel type de produit qui a été produit dans tel pays, en utilisant des travailleurs qui sont peut-être pas majeurs, voire qui sont esclaves modernes, bah, si j'achète avec ça, je vote pour ça. Et donc, pour moi, mes actions à chaque seconde, elles engagent ma responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de se foutre la pression et de se dire ouh là là, j'ai acheté ce truc, donc je suis un mauvais être parce que j'ai fait travailler des enfants qui bossent dans une usine. Non, il ne s'agit pas de se taper dessus. Simplement voir, j'ai beaucoup plus de pouvoir que ce que j'imagine. Et donc, je n'ai pas à attendre que les gouvernements bougent parce que moi déjà, si mon comportement en tant que citoyen, il s'aligne avec les valeurs que je veux voir se manifester dans le monde, dans notre humanité et dans notre vivre ensemble, alors déjà j'ai un immense pouvoir. Tu peux nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Bah, moi, je te donne un exemple très simple. Pour moi, la qualité de la nourriture aujourd'hui en France, à la fois, elle s'améliore beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de gens qui produisent du biologique, qui ont conscience que ce qu'on fait pousser qui n'est pas bio avec tous les pesticides, les engrais, tous les machins, c'est dévastateur pour la santé. Et à la fois, il y a encore beaucoup de gens, quel que soit leur budget, parce que ce n'est pas une question de budget, en tout cas pas uniquement, c'est une question de conscience et de volonté, et d'éducation aussi, parce que c'est beaucoup lié à ça. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent de la nourriture qui est produite en masse, qui est bourrée d'OGM ou de pesticides ou de sucre, avec aujourd'hui, enfin je veux dire, on a des résultats d'études absolument, on pourrait construire des bibliothèques d'Alexandrie avec toutes les études qu'on a qui montrent que c'est néfaste. Et donc, il y a encore des gens qui continuent à consommer dans cette direction. Et donc, quand ils consomment dans cette direction, parce qu'ils donnent de l'argent à ces entreprises qui créent ces produits, et ben les produits, ils continuent à être produits puisque les entreprises, elles ont de l'argent. Si demain, tous les gens s'arrêtent de consommer certains paquets de bonbons ou un certain soda, s'il n'y a plus l'argent qui rentre, la boîte, elle s'écroule. Et ça, on peut le faire en littéralement quelques jours. Aujourd'hui, on est dans une société qui fonctionne par flux tendu en termes d'argent. Il y a des économistes qui ont montré ça, qui disent si tu arrêtes de consommer une marque complètement dans un seul pays pendant 3 jours, ça s'effondre le truc. Si tu arrêtes d'aller dans un supermarché pendant 3 jours, le machin, il a une telle perte d'argent que ça s'écroule. Si tu arrêtes d'aller à la pompe chez une certaine marque, qu'on voit des chalutiers pleins de mazout s'échouer en Bretagne, pareil. Donc, il y a un endroit où notre pouvoir en tant que citoyen, il est immense. Ouais, donc tu dis en fait, dire non, poser ses limites, dire à quoi je dis oui quand je dis non, voilà, tout ça, ça fait aussi partie de la souveraineté personnelle. Exactement. Et je crois que peut-être ce qui est le plus dur pour certaines personnes, c'est l'impression d'être seul. L'impression que le combat à mener, qui est vécu comme un combat déjà, donc c'est déjà quelque chose qui est intensément difficile à vivre, hein, il est trop grand. Que les autres ont trop de pouvoir, que le gouvernement il est trop fort. Et donc il y a parfois des gens qui ont abandonné simplement, tu vois, qui ne connaissent pas leurs ressources, qui ne connaissent pas leur pouvoir. Moi je vois que parfois en stage, quand je dis aux gens, mais en fait vous avez le pouvoir à chaque seconde de choisir et donc de prendre soin de vous et de faire des choix qui vraiment vous contribuent au monde que vous voulez. Il y a des gens pour qui c'est une épiphanie, enfin il y a une révélation. Parce qu'en fait, on leur a jamais dit ce truc. Parce qu'ils ont été éduqués dans un truc où bah, c'est les instances dirigeantes qui décident, donc c'est elles qui ont le pouvoir, et donc moi je survis comme je peux là-dedans. Et en fait, donc c'est pas tant que les gens sont idiots ou pas, parce que ça se joue pas à cet endroit.
c'est une question de est-ce que les gens savent qu'ils ont ce pouvoir ou pas, tu vois. Et pour moi, un de nos rôles en tant que transmetteur CNV et autres transmetteurs de je sais pas quoi, c'est redonner aux gens la conscience qu'ils sont ultra puissants au quotidien dans leurs actes et que le monde, c'est eux. C'est-à-dire que le système qu'ils veulent changer, il commence par eux parce que le système, ça commence par deux individus. Quand on rencontre un troisième, bah là, il y a un système déjà. Et donc, le système, c'est moi. Si moi, je change, le système, il change. Et si j'attends que le système, il change par le haut, je risque d'attendre longtemps. On va attendre longtemps, c'est ça. Et en même temps, c'est vraiment de... Parce que si on se concentre uniquement voilà, sur les autres, sur le gouvernement, sur les jugements, ben, à nouveau, hein, il n'y a pas beaucoup de puissance et d'action quand on est à l'extérieur de nous. Hein. Et donc, c'est vraiment, voilà, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'alimentation, j'ai besoin de quoi. Donc, vraiment de prendre conscience de nos besoins et puis de voir quel petit pas je peux faire aujourd'hui, avec qui, pour pouvoir aller vers ça. C'est ça. Et puis, il y a quand même pour moi une réalité, c'est que oui, les gens qui sont avec un haut pouvoir de décision, qui ont un haut impact sur une grande quantité de gens, bah, c'est sûr que leurs décisions à eux, elles sont beaucoup plus puissantes que les nôtres, beaucoup plus puissantes parce que elles ont un rayon d'action beaucoup plus grand d'un coup. Donc ça veut dire qu'à la fois, il s'agit que je me change moi, bien sûr, et en même temps, Marshall il disait un truc que je trouvais très très fort. Il disait la CNV, en tout cas c'est ça que j'ai compris, hein, il ne l'a pas créé pour changer juste les relations de moi à moi, puis la relation de moi à toi, tu vois. L'intention de départ, c'est le changement social. C'est changer les structures qui créent de la domination, qui créent de la séparation entre les êtres humains et qui sont donc génératrices de violence parce que à un endroit, les êtres qui n'ont pas leurs besoins qui ont été pris en compte, à un moment donné, le seul moyen qu'ils trouvent pour être entendus, c'est de taper parce qu'il n'y a plus que ça comme solution pour eux. Ils ne voient juste pas comment être entendus. Et donc, oui, c'est fondamental d'écouter mes besoins. Oui, c'est fondamental d'écouter mes besoins dans la relation à deux. Et c'est aussi super fondamental de changer nos structures. C'est super fondamental de mettre ça au service de, OK, comment on fait pour que dans nos structures, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient médicales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient de justice, qu'elles soient économiques, il y ait cette prise en compte des besoins de chacun autant que possible. Et aujourd'hui, on a tous les moyens pour ça. Aujourd'hui, on connaît 1 milliard de pratiques. J'exagère un peu avec milliard, mais pas tant que ça. On connaît tellement de pratiques qui permettent de construire des collectifs qui prennent soin, des collectifs dans lesquels… Tu parles de la sociocratie, de l'holacratie, par exemple. Ouais, de l'holacratie, de la CNV, des cercles restauratifs. Tu vois, on a plein de choses qui nous parlent du vivre ensemble. Au Brésil, il y a un nombre d'initiatives, des cercles de construction de la paix. Je veux dire, aujourd'hui, on a tous les outils. L'humanité n'a plus d'excuses. On pouvait se dire qu'on avait des excuses il y a 50 ans. Aujourd'hui, on n'en a plus. Aujourd'hui, c'est juste parce qu'on ne prend pas la décision, pour moi. Et donc, cette décision, on peut la prendre individuellement. On peut la prendre collectivement en se réunissant avec des gens qui ont envie de créer ça et puis, pas à pas, faire avancer le monde vers ce qu'on veut. Et moi, ce que je crois, c'est que si au lieu de se dire, vite, il faut détruire ce truc qui ne marche pas, la société, c'est pourri, le gouvernement, le président, il ne s'en occupe pas de ce qu'on vit, nana. Si nous, à la place de ça, on met notre pouvoir à créer ce qu'on veut, nécessairement ce monde y jaillit parce qu'on est en train de le créer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire accepter sans broncher que les gens qui, pour l'instant, ont un impact sur nous parce que c'est eux qui gèrent la loi, accepter sans broncher le fait qu'ils puissent prendre des décisions qui sont complètement anti-vie ou anti-prise en compte de nos besoins. Surtout pas. Ce qui se passe en ce moment en France montre bien ça. Les gens, pour moi, commencent à se réveiller dans « ça fait trop longtemps qu'on ne prend pas en compte nos besoins, ça fait trop longtemps qu'on nous promet des trucs qu'on ne fait pas. Là, c'est le seau d'eau qui fait déborder la marmite, parce que ce n'est pas une goutte d'eau, hein, c'est un seau d'eau pour moi. Et donc, non, on va le dire, on va sortir et on va se montrer. Et c'est aussi important de faire entendre sa voix, de dire là, c'est plus possible. Là, la limite, elle a été franchie. Je veux plus que ça. Je veux plus qu'on me fasse ce qu'on m'a toujours fait. Je refuse d'accepter ça. Et ça, c'est important parce que c'est un premier pas. C'est un premier pas vers OK, je refuse qu'on franchisse cette limite. Comment je vais prendre soin, moi, de ce qui est là, de ce qui
expliquer mes besoins qui n'ont pas été vus. Et puis, comment je peux dire à l'autre, hey, j'ai des besoins là, est-ce que tu les as vus? Et le risque là-dedans, c'est peut-être parfois d'oublier que l'autre, il a aussi des besoins quand il fait ce qu'il fait, même si ce qu'il fait, c'est pas vraiment en train de prendre en compte mes besoins. Et pour moi, l'idée, c'est pas de dire mes besoins comptent et puis les tiens comptent pas, donc vois mes besoins, parce qu'on rentrerait dans l'inverse. On ferait ce que l'autre est en train de faire. L'idée, c'est comment je vois que le gouvernement, s'il fait ce qu'il fait, les gens qui sont dans les instances politiques ou dans les instances de responsabilité, s'ils font ce qu'ils font, c'est qu'ils font de leur mieux pour prendre soin de leurs besoins, certes en prenant pas en compte les besoins des autres, mais ils font quand même de leur mieux. Ce qui, pour autant, n'excuse pas leur comportement. Il ne s'agit pas de dire « Ah, ils font de leur mieux, donc acceptons tout. » quoi. Non, non. Mais si je me rappelle qu'ils font en sorte de prendre en compte des besoins, peut-être qu'on peut trouver une solution qui prenne en compte leurs besoins à eux et les nôtres. Ce qui est malheureusement rarement le cas quand le peuple se soulève, parce qu'il est tellement habité d'un trop-plein émotionnel de ras-le-bol que les besoins de l'autre, ils ne peuvent pas être vus. Il n'y a plus que les miens parce que ça fait trop longtemps qu'on me marche dessus. Et donc ça ne peut pas être entendu parce que l'autre, il entend quoi? Il entend, moi, mes besoins en tant que gouvernement, ils ne sont pas vus. Et donc, il faudrait que je donne qu'à toi. Et donc, on est dans quelque chose où on est toujours dans c'est pour l'un ou c'est pour l'autre et pas dans comment on trouve le chemin où c'est pour les deux. Et pour moi, c'est peut-être là l'endroit le plus important de la CNV. C'est tes besoins et les miens comptent autant. Ils ont la même importance. Comment on fait pour que chacun de nous ait ses besoins qui soient pris en compte? Et c'est là où il y a cette résistance, c'est qu'on n'a pas confiance des deux côtés que mes besoins et tes besoins vont être pris en compte. Ouais. Il n'y a pas cette créativité, parce que Marshall parlait de c'est un manque de créativité. Et je crois même qu'il n'y a pas la conscience, c'est-à-dire que moi je me souviens d'avoir entendu Marshall dire plein de fois que lui il était persuadé qu'au bout de 20 minutes après avoir identifié les besoins, il pouvait trouver une solution, enfin les gens trouvaient une solution qui leur allait et qui prenait en compte leurs besoins. Mais la phrase importante c'était après avoir trouvé nos besoins. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un manque de créativité, un manque de conscience, mais en fait, de quoi on essaye de prendre soin? Moi, Monsieur le Président de la République, quand je fais passer des lois, c'est quoi mon intention profonde? C'est quoi qui m'habite? Et donc, tant que je ne sais pas ça, je reste en surface. Et donc, je ne sais même pas si ce que je fais, ça correspond à ce qui profondément nécessite d'être rencontré en termes de besoins. Et donc, si moi, je ne sais pas, je ne peux pas le dire aux autres, mon besoin. Et si je ne peux pas le dire aux autres, quelque part, les autres, ils ne peuvent pas prendre soin de ça parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit de prendre soin. Et moi, je crois vraiment que si juste dans les instances de pouvoir, il y avait juste un peu de sensibilisation à la CNV, et peut-être que déjà de eux à eux, ces personnes-là, elles pourraient prendre soin d'elles d'une autre manière. Parce que, tu vois, moi, je vois qu'il y a un endroit où j'ai beaucoup d'empathie en fait pour les gens qui ont de la responsabilité à haut niveau parce que j'imagine la pression qu'ils vivent de à la fois prendre soin de ce qui est important pour eux de eux à eux et puis de faire un peu de leur mieux avec parfois des résultats pas vraiment alignés pour contenter un peu tout le monde avec la pression qu'on peut imaginer des groupes de pression style les lobbies, les machins, les trucs gouvernementaux et sans leur donner des excuses, j'imagine que le niveau de pression il est intense. Et donc, ces gens-là, si en plus, ils n'ont pas les moyens de s'accueillir, qu'ils n'ont pas de structure, qu'ils peuvent juste écouter la douleur qu'ils ont parfois. Tu vois, je peux imaginer qu'être président de la République, voilà, c'est pas le boulot le plus confortable qui soit émotionnellement, quoi. Ouais, à un endroit, ces gens-là, s'ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils ont besoin, c'est difficile d'être en lien avec les besoins des autres. C'est déjà que je serais déconnecté de leurs besoins à eux, et en plus, ils ne savent pas que ça existe, peut-être. Enfin, tu vois, pour moi, c'est une question d'éducation, quelque part. Il n'y a pas cette conscience, il n'y a pas le soutien non plus des deux côtés. Ouais. Voilà. J'ai un ami qui dit souvent la conscience c'est la clé, tu vois. Et pour moi cette phrase c'est vraiment ça, c'est une fois que j'ai conscience qu'il y a des besoins, déjà ça change le monde. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à prendre en compte mes besoins et les tiens à chaque seconde, mais déjà de savoir qu'il y en a des besoins et que donc il existe un chemin qui permette de rencontrer tes besoins et les miens dans un espace où on va être tous les deux satisfaits. Et satisfait, ça ne veut pas dire que ta préférence et ma préférence vont être prises. Sinon, il y a un endroit où c'est impossible. Si on veut toujours les préférences de tout le monde,
ça tient du miracle ou du rêve. Mm. Mais par contre, un endroit où nos besoins peuvent être pris en compte et où je peux vivre avec, même si c'est pas ma préférence, euh, ça c'est possible. Ça, moi, je vois que je le vois à plein d'endroits où les gens arrivent à vivre en trouvant des solutions qui sont bonnes pour la collectivité et où personne n'a l'impression qu'il n'a pas été entendu dans ce qui est important pour lui ou pour elle. Mm. Ouais. Oui. Donc ça demande vraiment le temps, l'échange, le dialogue, de pouvoir se poser. Et, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, c'est pas, voilà, il y a pas ces espaces qui sont offerts. Ouais. Mm. Et puis je vois qu'un des trucs que la CNV donne beaucoup pour la responsabilisation, et pour cette souveraineté, c'est que pour moi, il y a quelque chose dans accueillir l'intensité de ma douleur. Tu vois, je crois que moi j'ai été éduqué, puis je vois que beaucoup de gens aussi, à croire que si j'ai mal, c'est la faute de l'autre. Mhm. Parce que je vois pas que si j'ai mal, en fait, c'est juste parce qu'en moi, il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte et que c'est en moi que ça se passe. Et une manière de récupérer cette souveraineté, c'est d'aller rencontrer la douleur qu'elle a. C'est d'aller rencontrer l'intensité de ce qui en moi hurle, de ce qui en moi pleure, de ce qui en moi est désespéré. Et aussi de ce qui en moi est joyeux, hein, parfois. La CNV, c'est pas juste accueillir ce qui est inconfortable. Mais en tout cas, aller rencontrer cette douleur, pour moi, c'est me redonner le pouvoir déjà de m'apaiser, euh, de rencontrer ce précieux qui est là et tous ces besoins qui n'ont peut-être jamais été pris en compte de ma vie. Hein. Il y a parfois des endroits où juste j'ai jamais reçu la douceur dans ma vie. Moi, je vois que euh, jusqu'à ce que je rencontre la CNV, il y avait des expériences de vie en termes de besoins que j'avais jamais vécues. C'était hallucinant de prendre conscience de ça. Et donc, c'est aussi ma responsabilité à cet endroit de, ouais, de juste me donner les moyens de rencontrer cette douleur, oui, de guérir en fait, de faire ce chemin de guérison de l'être, tu vois. Ouais, c'est vraiment Oui. pleurer, pleurer ses besoins. Hein. Ouais. On appelle en communication non violente faire le deuil, pleurer ses besoins. Et de demander de l'aide à des gens qui peuvent m'aider parce que faire ça tout seul, quand je suis pas habitué à faire ce genre de pratique, je sais pas forcément comment faire. Je peux aussi être bloqué parce que c'est tellement intense que voilà, à un moment donné, j'arrive plus à accueillir quoi. Et pour moi, une des merveilles d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une quantité de gens qui sont formés pour aider les gens à accueillir tout ça, à retrouver le chemin de la paix intérieure, à retrouver euh, la capacité à s'exprimer de manière bienveillante, à prendre conscience de ses besoins, à écouter les besoins des autres. Euh, pour moi, vraiment, en fait, c'est ça qui me donne de l'espoir dans le monde d'aujourd'hui. Tu vois, c'est pour moi, je vois vraiment que le monde est en train de passer dans une phase où, ok, il y a de plus en plus de gens qui savent ça, qui se reconnectent à ça, et on ne peut pas leur enlever. C'est-à-dire que leur éducation, quand ils sont nés et quand ils ont grandi, ça a été étouffé, cette conscience des besoins, parce qu'un bébé, quand il naît, il a pure conscience et il exprime parfaitement ce qu'il veut. Hein. Juste les adultes autour ne savent pas forcément entendre et ils sont démunis avec ça, mais le bébé, il est parfaitement aligné. Mais ce truc-là a été souvent enterré. Par contre, ce que je constate, c'est que quand c'est déterré et que les gens regoûtent à ça, ils reconnectent à ça et à ce que ça amène dans la relation, on ne peut plus jamais leur enlever. Et donc, moi, mon espoir là-dedans, euh, c'est que de plus en plus de gens sont en train de faire ce réveil, que ce soit par la CNV ou par d'autres pratiques, parce qu'en fait, dans le monde entier, il y a plein de gens qui font d'autres pratiques où ils prennent soin d'eux, où ils voient que prendre soin de l'autre, ça fait sens aussi, et où l'humanité reprend son pouvoir d'individu qui crée le collectif. Et pour moi, c'est ça la grosse force de notre humanité d'aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, avec tout ce qu'on a comme technique de développement personnel et collectif, notre génération du maintenant, quelque part, sa responsabilité, c'est de dire, OK, c'est à nous de créer le monde qu'on veut vivre là. On ne peut pas dire que c'est la faute à nos parents qui nous ont légué un monde pourri, parce que même si effectivement nos parents ils ont fait des actions qui nous ont donné un monde tel qu'il est, c'est dans le présent que ça se passe. Donc oui, on a reçu un monde avec des trucs qui clairement, on n'aura peut-être pas choisi, mais on les a maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Donc, ton mot de la fin, c'est à nous de reprendre notre pouvoir et à nous de créer le monde dans lequel on veut vivre. Ouais. Et avec beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, quand peut-être on n'y arrive pas, quand on désespère, quand peut-être on se comporte d'une manière qu'on voudrait pas vivre, parce que bah voilà, il y a des moments où juste je suis fatigué, donc j'ai peut-être moins les ressources pour être centré et être dans l'accueil bienveillant. Il y a des moments où juste le poids de ce qui se passe à l'extérieur est trop fort et juste j'ai envie de baisser les bras et d'arrêter et de faire comme les autres et voilà, vas-y, j'abandonne quoi. Et ok, c'est bienvenu aussi, juste ça nécessite de l'entendre, d'accueillir que bah, il y a des moments où ça va être moins facile, je vais passer par des choses qui vont être plus intensément douloureuses pour moi. Ça fait aussi partie du chemin et tout est OK là-dedans. Pour moi, cette bienveillance envers soi, elle est fondamentale dans ce processus de retrouver sa responsabilité et de contribuer à un monde dans lequel je veux vivre. Merci Christophe pour ta passion, ton engagement hein, à être un artisan de la paix. Et puis, je sais que tu donnes aussi des stages sur ce thème. Oui, oui, oui. Hein? En fait, mes 3 thèmes préférés, c'est dire et entendre non, donc mettre les limites. Ouais. Tout ce qui est lié à la responsabilité et notamment la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est un des trucs qui m'empêche le plus d'œuvrer pour le bien-être, parce que je me fais tellement de mal en me tapant dessus en me disant que je suis un mauvais personnage que je ne vois plus où est mon pouvoir de contribuer. Et puis, la gratitude, parce que la gratitude, elle me permet de voir aussi qu'est-ce qui dans la vie fonctionne, qu'est-ce qui, dans ce que je fais, dans ce que font les autres, prend en compte les besoins. Et pour moi, c'est un élément fondamental de la vie. Plus je suis connecté à la gratitude, plus je vois que le monde, en fait, il va peut-être mieux que ce que j'imagine. Et plus je développe ma capacité à voir ce qui fonctionne, et plus je développe ma capacité à remercier les gens pour ce qu'ils font. Et donc, ça aide et moi et les autres à se reconnecter au cœur et à l'envie de contribuer au bien des autres. Et donc, ça va aussi à contre-courant de l'éducation qu'on a pu recevoir on passe notre temps à nous comparer, à dire ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi une manière de créer le monde dans lequel je veux vivre. Ce monde où, hey, on prend déjà soin de nous, regarde, tu as fait tel truc, ça a fait du bien. Pour moi, merci, parce que tu l'as peut-être même pas vu que tu m'as fait du bien, donc je voulais te le dire. Et puis moi aussi, j'ai fait un truc qui a contribué à mon bien-être, quoi, celui de la planète. Et donc, juste reconnaître ça, ça me redonne encore plus de pouvoir, parce que ça montre, hey, tu peux le faire. C'est une nourriture qui est vitale hein, Ouais. pour les individus, pour les collectifs, et à quel point on a besoin de se nourrir de ça pour pouvoir continuer à avancer. C'est de la sève pour moi, enfin, c'est vraiment. La sève. Tu vois la plante derrière toi, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Sans cette gratitude, pour moi, il y a quelque chose qui se dessèche. Super. Ben, écoute, je te souhaite beaucoup de souveraineté personnelle dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis, je te remercie d'avoir pris ce temps pour partager avec nous ta sève à toi. Moi, je veux te remercier parce que je trouve que c'est très, très joyeux de pouvoir vivre ce moment avec toi. Ouais, et voilà, je suis très, très touché par tout ce que tu mets en place avec toutes les interviews que tu as fait déjà. Il y en a un paquet. Et je vois que, ouais, pour moi, ça aussi, tu vois, c'est vraiment contribuer à créer le monde dans lequel on veut vivre, d'amener ces clés, d'amener ces voix des gens bah, voilà, qui ont des visions différentes et où toutes les voix sont importantes et chacun a quelque chose à donner au monde. Ouais, pour moi, c'est un gros cadeau que tu nous fais. Donc, grand merci. Merci Christophe. Et toi aussi, tu as des vidéos? Oui, 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 tout à fait. J'ai mon sur YouTube. Tu as fait une série. Ouais, le voyage au cœur de la CNV en 80 jours. Le voyage au cœur de la CNV. Donc, si vous avez envie voilà, de continuer à explorer un peu les thèmes, vous pouvez taper sur YouTube le voyage au cœur de la CNV et vous retrouverez Christophe dans toutes ses aventures. Avec grand plaisir. Merci et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.